Bonjour, je vais vous montrer en une petite dizaine de minutes quelques points épidémiologiques cliniques et thérapeutiques qui peuvent aider au quotidien. Donc voilà quelques points très rapides concernant le Covid-19 à l'heure actuelle, où vous en entendez beaucoup parler, donc on va peut-être pas forcément faire de l'épidémiologie très détaillée, parce que les journalistes en font toute la journée. Ce qu'on peut dire sur l'épidémie chinoise, c'est que manifestement, c'est une maladie qui est extrêmement différente en fonction de l'âge. Et vous voyez que les taux de mortalité tels qu'ils étaient mis sur l'épidémie de Wuhan, avec 44 000 cas, et tels qu'ils sont mis maintenant à droite, avec l'ensemble de l'épidémie chinoise, montrent une augmentation de la mortalité liée à l'âge qui est absolument considérable. Autant c'est une maladie extrêmement bénigne jusqu'à 30, 40 ans, autant à partir de 50, voire 60, 70, on a des taux de décès qui sont relativement élevés, aux alentours de 30%. Et donc un certain nombre de formes graves qui sont problématiques. Grosso modo, pour ce qui est des formes symptomatiques, on a 4 cas sur 5 qui vont être peu sévères, avec essentiellement un rhume, voire des signes respiratoires, mais relativement discrets, une toux relativement incoercible. Des formes sévères avec environ 20% des cas, 15% vont rester en salle avec un petit peu d'oxygène, 5% vont avoir besoin de soins intensifs, et on arrive à des chiffres globaux de mortalité qui sont aux alentours de 2,5% en globalité. Mais vous voyez que les populations âgées, ce qui probablement explique l'épidémie italienne, sont particulièrement à risque de décéder. Le R0 est très discuté dans la littérature. Manifestement, il est en moyenne aux alentours de 2,7. Le R0, ça veut dire le nombre de cas qui sont transmis par un malade à d'autres personnes. Pour bien entendu d'autres maladies infectieuses, il peut être beaucoup plus important. Celui-là, il est 2 fois plus élevé que celui de la grippe, environ 3 fois plus élevé que celui de la grippe environ. Il est assez stable. Manifestement, un certain nombre de malades sont des malades qui ont des charges virales très importantes et qui diffusent beaucoup. Et on a tous vu, ou on va voir, tous des clusters de familles. Et généralement, quand on voit arriver un membre de la famille, on voit arriver 3, 4, 5 membres de la famille très rapidement à la suite. Donc probablement un certain nombre de gens qu'on appelle des super spreaders, ce qui est tout à fait discutable comme terme, qui diffusent le virus de façon assez rapide. Alors voilà, l'épidémiologie, vous l'avez tous à la télé en permanence, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Vous connaissez l'épidémiologie française, grosso modo 1800 cas qui sont déclarés, probablement un tout petit retard des journalistes, mais qui n'est pas très important. Vous voyez que on suit la courbe épidémique, qui n'est pas une courbe épidémique très sympathique, qui est une courbe d'évolution exponentielle, qui est exactement la même que celle qu'on voit en Italie, qui est vous voyez, dans d'autres pays, on n'est pas meilleur ou moins bon que d'autres. Vous voyez, par exemple, je vous ai mis la Suisse ici. Vous voyez qu'ils commencent à démarrer, ils ont démarré environ une semaine après nous, et ils démarrent en montant de façon importante. Ce qui est intéressant à voir, c'est la comparaison avec, alors je vais essayer de pousser ça pour que vous voyez bien, c'est la comparaison avec la Corée du Sud, où vous voyez qu'ils ont eu une stratégie qui était tout à fait différente de celle de l'ensemble des pays, c'est-à-dire c'était d'abord un cluster initial qui était une secte, où il y a eu 4 ou 5 000 personnes qui priaient l'un à côté de l'autre à 10 cm de distance en chantant pendant 2 heures. Et donc vous imaginez le nombre de contaminés, et ils ont en fait testé l'ensemble du cluster, suivi l'ensemble du cluster de façon très très politique pour essayer de voir un petit peu où ils en étaient. Et donc ils ont eu une épidémiologie assez particulière, avec une augmentation du nombre de cas, certes, mais une mortalité qui était relativement faible, probablement liée au fait que les malades étaient tous testés, et que les malades symptomatiques ou asymptomatiques étaient tous testés avec des symptômes très très faibles. Je vous ai mis la figure en bas à droite pour vous dire que la population, mon fils était en Corée du Sud il y a encore une semaine, je l'ai fait rapatrier, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Tout le monde est extrêmement vigilant et relativement paranoïaque autour du virus, et donc la population se balade en masque en permanence, et c'est pas du tout ce qui se voit dans les pays latins à l'heure actuelle, et probablement ça contribue au fait qu'ils aient stabilisé la courbe épidémiologique avec une pente qui est beaucoup moins forte à l'heure actuelle. Alors je ne sais pas dans quel sens elle va aller, mais elle a l'air de s'aplatir très fort et assez vite finalement, parce qu'ils ont grosso modo commencé à entendre parler de ça 3 semaines avant nous, à peu près.
La courbe épidémique que vous connaissez en Chine, qu'on a tous vue, est assez particulière, parce que vous voyez le pic épidémique a été atteint fin janvier. Alors ils ont arrêté de prélever les malades, donc ils ont fait un diagnostic sur des signes radiologiques et des signes respiratoires. Donc, probablement ça a dû un petit peu changer les chiffres, mais on voit bien un aplatissement de la courbe. Alors je ne sais pas si elle est effectivement en descente telle que ça apparaît dans leurs chiffres, ou si elle est plate et elle va durer un certain nombre de mois. On le saura un petit peu plus tard. La proportion de malades asymptomatiques est très difficile à estimer. Au début, elle était considérée comme étant de 4 cas sur 5. Dans la seule estimation dont on dispose sur une ambiance fermée, qui est celle du bateau Diamond Princess, le nombre d'asymptomatiques est de 34%. À pondérer quand même, parce qu'il y avait une population qui est relativement âgée dans ce bateau, donc on peut imaginer que la proportion de patients symptomatiques est plus importante que dans la population générale. Et à mon avis, on doit être probablement plus élevé que ça. La question qui se pose, c'est est-ce que ces malades sont colonisants et contaminants? Il y a eu beaucoup de fake news au début sur le fait qu'il y avait une contamination importante. Manifestement, les malades très asymptomatiques ont une propension à contaminer qui est relativement faible. Les malades paucisymptomatiques, par contre, peuvent être des gros excréteurs de virus. Voilà les datas d'hier soir sur les clusters français. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de clusters, en particulier ceux que vous connaissez, Haute-Savoie, Haut-Rhin, l'Oise, la région parisienne maintenant, le Morbihan. Puis on entend parler d'un certain nombre de clusters et je vous ai mis à gauche les zones de défense avec les ESR de type 1, où il y a bien entendu dans toutes les zones de défense des établissements de santé qui sont dédiés à ce type de risque biologique et épidémiologique. Et il y a un certain nombre d'établissements, en l'occurrence deux à Claude Bernard à la Salpêtrière pour les adultes, un à Necker et un aux armées à Bégin, à Paris, et puis Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes et Rouen pour le reste de la France. Voilà la carte d'hier soir mondiale. Bon, ça monte à toute vitesse, vous l'avez tous vu, cette carte va aller assez vite. Juste pour vous dire qu'on est tous en train d'avoir une augmentation considérable de cas sur les pays d'Europe et d'Europe de l'Ouest, avec à peu près les mêmes courbes dans chaque cas. Les US sont un tout petit peu en retard sur nous, mais sont en train de commencer à monter assez vite, avec une population relativement âgée et là aussi des taux de mortalité qui sont relativement élevés. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va diminuer et que les choses vont se calmer avec l'arrivée du printemps ou de l'été? C'est pas du tout sûr. Quand on regarde le MERS Corona, par exemple, manifestement, après avoir eu une épidémiologie qui était complètement plate, sans saisonnalité, le virus a évolué vers une saisonnalité vers l'été. Et il y a plutôt plus de cas si c'est l'été, s'il y a du soleil et s'il y a de l'humidité. Donc à voir dans l'avenir, mais on peut pas dire on va sortir, on va avoir les beaux jours, c'est comme une grippe, ça va s'arrêter, ça on n'en sait rien du tout. Voilà ce qu'on imagine d'une courbe épidémiologique. Alors au début, on essaye de freiner l'entrée du virus dans un territoire. On a tous vu les gouvernements faire ça l'un après l'autre. Ensuite, on essaye de freiner la propagation. Et ensuite, on est en pleine période épidémique. À mon avis, on est entre la phase 2 et la phase 3. Donc, on démarre à peine la phase 3. Et donc, on s'attend à une catastrophe sanitaire. Et donc, à avoir un boulot absolument délirant, beaucoup de morts, beaucoup de pleurs et de larmes, et ça va être très très compliqué, sans faire de catastrophisme particulier, je pense. Donc le propre de ce début de phase 3, et pour nous, ce qui est très important en tant que professionnels de santé, c'est que généralement on n'arrive pas à contraindre l'épidémie, elle va avoir lieu, mais ce qu'on sait faire, ou ce qu'on peut faire, en améliorant la prévention, c'est étaler la période épidémique et de ne pas avoir des pics très élevés, mais par contre des durées d'épidémie qui peuvent être relativement plus longues et donc plus étalées, donc plus supportables pour un système de santé. On s'attend de toute façon à au moins 4 ou 5 mois de pic épidémique et on est à peine au tout début de l'histoire, à mon avis. Et à la vie de tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le virus très vite? Alors, il y a des choses toutes simples qu'il faut retenir. C'est que l'incubation, c'est entre 2 et 14 jours. Alors, vous avez ce schéma qu'a fait Xavier Lescure, qui est assez simple, qui se retient assez vite. 14 jours de délai d'incubation maximum. 14 jours de durée de contagiosité.
Ça, c'est des choses qui sont importantes pour savoir ce que vous allez faire des malades, ce qu'on va pouvoir faire si on veut pour l'éviction des patients. Alors, probablement les nôtres ont l'air d'excréter plus longtemps et je vous montrerai un peu les chiffres. La durée d'infectiosité sur une paillasse du virus est de quelques minutes à 4 heures. Et donc, si le virus est dans l'environnement, il reste vivant pendant environ 4 heures. C'est aussi la durée d'efficacité des masques FFP2. Et donc, avec ces 14 et 4 jours, vous avez grosso modo tout ce qu'il faut savoir sur la prophylaxie et la limitation de la contagiosité. Alors, ce que je vous ai pas dit, mais ce que vous avez certainement entendu, c'est que c'est très probablement une maladie qui se transmet essentiellement par les gouttelettes. Il y a des gouttelettes qui peuvent contenir du virus qui sont parfois très très petites, jusqu'à 0,18 microns, pour lesquels il faut donc des masques plutôt particuliers de type FFP2, qui sont suffisants, et c'est pas la peine d'aller jusqu'au FFP3, ça ne sert à rien. Le masque chirurgical, par contre, protège pour l'essentiel de la contamination, et on considère que le masque chirurgical sur un malade, en particulier, qui lui a au départ des gouttelettes qui sont relativement importantes, va protéger à 99,9, en tout cas va diminuer considérablement le passage des virus dans l'environnement. Donc une des possibilités est de masquer les malades pour essayer de diminuer la contamination au départ, mais on va reparler. Alors les caractéristiques des malades, les voilà grosso modo sur l'épidémie chinoise. Vous voyez que grosso modo 20% des malades vont passer en réa, c'est plutôt les malades sévères, plutôt des hommes. Ils sont plutôt âgés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur celle de la contamination du personnel, vous voyez que la contamination du personnel, c'est très embêtant. Et il y a beaucoup de personnel qui sont contaminés, et donc beaucoup de personnel qui vont à la maison pendant 15 jours, ce qui est un gros problème. Par contre, la gravité est plutôt moins importante chez les patients, chez le personnel, où il y a relativement peu de cas graves, vous voyez, dans la série. Tout ça probablement lié à l'âge, plus qu'à autre chose. Bien entendu, les comorbides sont très importants, et on voit de plus en plus de patients relativement obèses ou en grand surpoids. Et je pense que c'est un autre facteur de risque qui est pas très bien décrit dans l'épidémie chinoise, parce qu'ils sont probablement pas très obèses, mais qu'on voit apparaître en Europe, qui est tout à fait important. Alors les signes d'appel, ils sont très simples, c'est un gros rhume avec de la fièvre. Vous voyez qu'il y a quand même quelques signes digestifs. Parfois des diarrhées, des vomissements, et puis rien d'extraordinaire, un petit peu de douleur abdominale. Donc il ne faut pas se faire piéger par certains malades qui ont quand même quelques douleurs abdominales, qui sont partis sur une exploration digestive, et chez qui on s'aperçoit en regardant bien la radio qu'ils ont un syndrome interstitiel. Donc faites attention, c'est ces malades-là qui, dans certains cas, ont contaminé les urgences. Donc un des leitmotifs pour moi, c'est de ne plus jamais aller voir un malade qui est aux urgences, dans l'hôpital, pour n'importe quelle forme sévère que ce soit, en tout cas pour nous, mais c'est probablement vrai aussi pour tous les urgentistes, sans masque de type chirurgical. Déjà au moins on se protège à plus de 99%, c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des formes graves? Les formes graves, et comment ça se passe? Alors généralement, vous avez d'abord la phase d'incubation, ensuite vous avez une phase de montée de la maladie qui dure environ 7 jours. Pendant 7 jours, les malades ont un syndrome grippal ou une rhinite, et c'est tout, puis commencent à avoir des essoufflements et une dyspnée. Et à partir de là, ils peuvent avoir des pneumonies. C'est des pneumonies qui sont des pneumonies interstitielles, généralement très patchy, avec des boules de fer dépoli très périphériques des deux côtés. Je vous montrerai des radios après. Ils évoluent vers une augmentation du recours à l'oxygène. Généralement, ils sont très monodéfaillants, ils sont lymphopéniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe important à souvenir? Un peu de thrombopénie de temps en temps, un TP qui peut être un peu bas dans certaines formes, et une toute petite augmentation des enzymes hépatiques, mais relativement peu importante, et qui ne va pas au premier plan. C'est généralement de la monodéfaillance. Alors après, vous allez passer à éventuellement une augmentation du recours à l'oxygène, et dans certains cas, et ça se situe plutôt vers le 14e jour d'évolution de la maladie, vous avez le recours à la ventilation mécanique. Généralement, c'est des monodéfaillants au départ, très gros ARDS, un tout petit peu de noradrénaline sur la sédation, et pas grand-chose. Ce qu'on a vu, nous, sur les premiers malades, c'est que quand ils devenaient choqués, ils sont tous surinfectés. Méfiez-vous, comme dans la grippe, de l'aspergillus. On a vu au moins un malade qui à J4 avait une aspergillus flavus, parce que c'était un chinois, et des infections nosocomiales précoces. Ils sont rarement surinfectés par bactéries, comme on le voit dans la grippe. En tout cas, pour nos 15 ou 16 premiers malades, on a eu un démophilus et un VPCO, mais aucun pneumocoque. On a eu une fois un staph doré, mais
qui était probablement pas très sévère parce que le malade n'avait pas de signes extra-respiratoires importants, mais c'est tout pour les germes qu'on a isolés dans ce premier temps. Donc c'est souvent ce qu'on voit et la maladie dure relativement longtemps, avec au moins 14 jours d'ARDS sur lequel il faut s'attendre et des formes qui sont d'abord très interstitielles et puis après avec un certain nombre de complications. Je vais vous montrer quelques radios. Alors voilà ce qu'on voit comme radio chez les formes sévères. Vous voyez du verre dépoli qui est très périphérique, qui fait des formes un peu pseudo-nodulaires des deux côtés, de temps en temps un petit peu de dilatation des branches, des formes très diffuses comme ça de pneumonie interstitielle, et puis de temps en temps, et surtout en particulier chez les formes les plus sévères, vous voyez un peu d'alvéole, et puis ces formes kystiques qui apparaissent, et on en a plusieurs, hein, c'est celles qui sont décrites dans la littérature, mais on voit souvent ces kystes à l'intérieur, et un épanchement pleural. Alors nous, on a eu au moins un malade avec, maintenant on en a 4, des malades avec des épanchements pleuraux. Celui qu'on a ponctionné était plein de virus. Donc il faut garder ça en tête comme probablement une progression virale. Voilà un de nos malades il y a quelques semaines, et donc vous voyez les lésions un peu kystiques. Alors il avait aussi un petit emphysème en plus et puis un épanchement pleural qui était très positif. Alors l'excrétion virale, elle dure au moins 14 jours comme je vous l'ai dit, c'est surtout les épithéliums respiratoires, mais il peut y en avoir dans les épithéliums digestifs. Et donc il y a une excrétion virale dans les selles. Cette excrétion virale dans les selles, elle survient plutôt en fin de maladie et elle survient plutôt chez les malades qui sont en train de guérir. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. On ne sait pas, bien sûr, c'est que des PCR, donc on ne sait pas si les virus sont vivants pour l'instant. La corrélation entre la PCR et la culture virale n'est pas encore connue. Il est très probable, en étant relativement simple, que si votre RT-PCR baisse, votre culture virale chez un individu baisse. Et si elle monte, votre culture virale monte. Enfin, si la RT-PCR, il y a une corrélation entre les deux au sein d'un individu particulier. Par contre, il n'est pas sûr qu'il y ait une corrélation entre la gravité et la RT-PCR. Et il n'est pas du tout sûr que la RT-PCR que vous avez sur un individu soit comparable à la RT-PCR que vous aurez sur un autre. Donc peut-être le delta est intéressant à prendre en compte pour voir comment évolue la charge virale. Quelques formes digestives à noter. Vous voyez un de nos malades qui a eu une cholécystite et un tableau qui faisait assez penser à une colite droite avec un épanchement autour, qui a guéri au bout d'une semaine de façon spontanée avec un traitement antibiotique isolé. Il y a certains cas dans la littérature comme ça d'atteinte digestive. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire, mais probablement des signes digestifs qui peuvent être décrits dans certains cas. Les signes neurologiques, au début, je pensais qu'il y avait vraiment 0 signe neurologique. On a eu 3 malades agités, confus. Pour 2, on a fait des ponctions lombaires. Pour l'instant, ces ponctions lombaires sont négatives et il y a une exploration à faire sur ce côté-là qui n'est pas du tout connu. Alors, concernant la fonction immunitaire, manifestement, ce virus est très lymphopéniant. Sur les malades, le malade décédé relativement jeune de Yuan, qui a été écrit dans la littérature, il y a une diminution de l'activité CD4 et CD8 avec une hyperactivation lymphocytaire, bien entendu des proportions d'HLA-DR CD4-3 relativement élevées et CD38 relativement élevées. Nous, on a vu un malade. Pour l'instant, on attend l'ensemble des immunologies de l'ensemble des autres malades, avec un tableau absolument incroyable d'altération des fonctions lymphocytaires T et B, avec au début une lymphopénie très importante, puis à la fin une hyperlymphocytose majeure. Et ces lymphocytes B étaient totalement immatures, et il y avait plein de paramètres d'immunosénescence à l'intérieur. On attend l'ensemble des données qui sont en cours dans les labos d'immuno de recherche pour essayer de vous en dire plus sur ce mais manifestement, c'est des malades qui sont au début de la maladie extrêmement immunodéprimés en centrale. Alors, comment se préparer à l'épidémie? Eh bien, il faut que le circuit patient soit bien mis en place, que l'enseignement soit fait au départ. Il faut s'entraîner aux mesures de barrière parce que c'est pas très facile à faire. Nous, on a cette histoire de traiter le REB et donc il y a des enseignements 3 fois par an pour l'ensemble de l'équipe. Donc les gens sont un peu blasés par ça, ils connaissent un peu et je vous assure qu'ils ont quand même eu relativement peur de ce qui leur est arrivé sur la figure et que c'est compliqué, fatigant et que ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour arriver à faire correctement. Donc c'est de l'isolement de type essentiellement gouttelette, mais aussi air, et il faut se méfier qu'il y a quand même des précautions contact à prendre, ce que je vous ai dit qu'il y en avait dans l'environnement. On en reparlera tout à l'heure. Pour ce qui est des prélèvements respiratoires, bien sûr, ça se
manipule en PSM2. Sous hôte, il est possible, après quelques semaines d'entraînement, d'avoir des examens directs. Ce qui est intéressant éventuellement, c'est de faire de la biologie moléculaire de type PCR multiplex pour essayer d'avoir des diagnostics. Et ça nous a beaucoup aidé pour faire des diagnostics précoces, sachant que la multiplex, une fois que vous avez nettoyé, ensemencé le prélèvement respiratoire et mis dans la cassette, ça sous hôte ou éventuellement dans un PSM2, vous pouvez techniquer à l'extérieur. Bon, maintenant, comme on est en pleine phase épidémique, on a mis des machines dans le PSM2 et donc on peut les gérer entièrement là-bas et éventuellement faire un examen direct. La biologie sanguine, il n'y a pas de multiplication du coronavirus dans le sang. Donc après avoir eu une phase où on faisait très très attention au sang, ça se libéralise un peu et on peut, moyennant le fait de techniquer au départ dans des conditions normales pour un laboratoire de biologie, passer dans le circuit de biologie normale au niveau du sang. Bien entendu, pour les autres liquides, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça, très important, bien accompagner votre personnel. Alors je vous ai pas mis l'ensemble des mesures, c'est trop long, on pourra en discuter tout à l'heure. Organiser des équipes de supervision avec des cadres qui sont formés à ça. La supervision des équipes aux soins est extrêmement importante, surtout au début de l'épidémie et puis un petit peu plus tard. Si vous avez quelqu'un qui est dans le couloir, qui vous regarde faire, qui vous aide, qui vous passe le matériel, c'est extrêmement important. On a tendance au début à faire ce qu'on nous a à pas savoir. Ensuite, on sait, on est vachement content, et puis au bout de quelques heures, on est fatigué, on fait des conneries. Donc c'est quelque chose d'assez gênant. Donc je pense qu'il est très important d'essayer de se protéger d'être contaminé, non pas parce qu'on va être très très malade, mais parce qu'on va refiler ça aux malades d'à côté. Et on a plein de clusters de malades qui ont passé ça à leurs voisins de chambre. Alors, je ne sais pas s'ils se le sont passés tout seuls ou bien si on les a aidés, mais en tout cas, la contamination croisée est très importante. En Italie, si vous regardez par exemple l'Italie du Nord, il y a 10 à 15% des professionnels de santé qui sont Corona+, dans les 3 premières semaines de l'épidémie. Ça a été le cas, il y a eu jusqu'à 40% de professionnels de santé en Chine qui ont été atteints. Donc il faut à la fois protéger les malades, se protéger, faire gaffe et essayer d'assurer des soins de qualité. La gestion de la tenue, je vais vous la montrer après, mais elle est quand même très importante, donc on va finir là-dessus. Masque chirurgical de type pour tout contact à moins d'1 mètre, mais ça c'est en salle. Pour nous, c'est masque FFP2 pour tous les malades. Je n'en vois plus jamais un de mes internes ou un de mes chefs voir un malade pour quelque chose que ce soit dans l'hôpital sans masque chirurgical de toute façon. Donc masque FFP2, c'est très important. Une charlotte pour protéger de façon à pouvoir enlever son masque FFP2 sans se contaminer soi-même, qui se met sous le masque pour permettre d'enlever le FFP2 simplement. Une casaque qui est soit une casaque étanche, soit une casaque non étanche mais protégée par un tablier en plastique. Et puis des gants parce qu'il y a quand même une contamination manuelle qui est possible, même si elle n'est pas très importante. Donc ça, c'est pour aller voir tous les malades avec des lunettes de protection parce qu'il y a une contamination conjonctivale qui est tout à fait décrite et qui est certaine. La procédure de déshabillage, elle doit être très bien décrite. On a écrit, je vous ai pas mis tout le détail ici sur la procédure d'habillage et déshabillage, mais il faut mettre des posters dans toutes les chambres, apprendre aux gens à faire. Au début, on suit le poster, et puis au bout d'un moment, on sait le faire à peu près. Mais il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Pour les lunettes de protection, c'est généralement des lunettes relativement chères. Si vous les laissez dans la javel et que vous les laissez 10 minutes dans la javel, elles sont parfaitement bien et donc on peut les réutiliser. Le problème, c'est qu'au bout de quelques jours dans la javel, les caoutchoucs des lunettes de protection, quand vous avez les masques de protection, s'abîment très vite et donc il faut les changer. Voilà ce que donne l'habillement pour chez nous en tout cas. Vous voyez, donc c'est une tenue qui est pas inacceptable. On peut travailler, c'est pas tout à fait Ebola quand même, et on peut travailler dans des conditions raisonnables à l'intérieur d'une chambre de maladie grave, et ça permet de travailler. Les pistes thérapeutiques pour terminer. Il y a un antiviral qui s'appelle le Remdesivir qui a une activité in vitro. Pour l'instant, on n'a pas de données cliniques pour ce Remdesivir. Il semblerait sur les premiers cas chinois et sur une toute petite étude qu'il n'y ait pas d'efficacité clinique majeure. Il y a une diminution certaine de la multiplication virale avec le Remdesivir qui est probablement le plus puissant de tous. Ensuite, il y a le Kaletra, l'opinavir ritonavir qui a l'air d'avoir une efficacité non négligeable. L'interféron bêta en tant qu'antiviral a l'air d'être aussi intéressant, et le favipiravir qui est aussi une molécule possible. La chloroquine, par son activité globale,
sur le lysosome et en intracellulaire peut permettre une diminution de la multiplication virale. On n'a pas beaucoup de données là-dessus. Il y a des données expérimentales qui sont très intéressantes, des données cliniques qui sont complètement fumeuses. Donc pour l'instant, rien à dire. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a eu pas mal de manifestations cardiaques qui ont conduit des malades aux urgences parce qu'ils se sont automédiqués à la chloroquine. L'oseltamivir a une petite activité antivirale aussi. Alors les traitements immunomodulateurs, bon, on ne sait pas très bien. Les corticoïdes à une phase, en particulier la phase de guérison, c'est peut-être intéressant pour diminuer la durée. L'interféron bêta est aussi testé dans des essais sur le MERS et peut-être sera intéressant en association avec un antiviral. Les immunoglobulines, il n'y a pas beaucoup de données. Il y a des gens qui font de la sérothérapie aussi. Et puis vous voyez en bas ce qui est fait en Chine, c'est-à-dire des tonnes d'essais avec tout ce que vous voulez, des antiviraux, des herbes chinoises, des anti-inflammatoires. Bon, il n'y a rien qui marche, c'est des toutes petites études et pas d'efficacité certaine. Moi, je pense que pour nos formes sévères, il faut mettre des antiviraux. On a 2 grosses solutions, les remdesivir si vous arrivez à en avoir. Il y en a de nouveaux en ATU par JDA, puis il va y avoir des essais randomisés bientôt. Faites bien attention à plusieurs choses. Un, c'est une molécule qui est en IV et diluée dans de la cyclodextrine, ce qui veut dire que il y a, en cas d'insuffisance rénale dialysée, une contre-indication formelle à l'utilisation. Il est marqué dans la notice qu'ils sont contre-indiqués si la cyclodextrine est supérieure à 5N. On n'a pas eu de manifestation hépatique chez ces malades. Nous, on a traité pour l'instant 3 malades avec le remdesivir. On a eu 2 fois une insuffisance rénale aiguë. Donc, je ne sais pas si c'est lié au remdesivir ou pas. Ça n'est pas du tout décrit dans ce qu'ils ont fait sur Ebola. Mais on garde un petit warning sur la fonction rénale sous remdesivir. Si vous utilisez l'OPI ritonavir, faites très attention aux interactions médicamenteuses. C'est un médicament qui est très actif sur les cytochromes, et donc il y a une augmentation de quasiment toutes les molécules. Et en particulier, si vous mettez la chloroquine derrière, vous avez des risques de toxicité cardiaque qui sont importantes. Vous faites monter les taux de dexaméthasone, mais la dexaméthasone va faire baisser les taux de lopinavir et ritonavir. Faites monter les taux de statine, de bêta-bloquants, de metformine. Je vous ai mis les médicaments qui me paraissaient les plus importants. Et je vous ai mis le site où j'ai trouvé tout ça, où il y a pas mal de choses. Si vous voulez aller regarder, c'est assez intéressant. Les effets secondaires principaux, c'est des hépatites qui surviennent pas tout à fait tout de suite. Il y a des troubles neurologiques centraux et périphériques. Le plus fréquent, c'est des diarrhées. C'est des diarrhées qui peuvent être assez importantes. Il y a parfois des insuffisances rénales aussi qui sont décrites, donc pas facile à manier. Personnellement, je pense qu'il faut quand même mettre un traitement antiviral à ces malades si on considère que quand même ça serait assez utile de diminuer la charge virale pour faire des choses à ces malades. Mais il n'y a aucune preuve de ça et des essais randomisés vont être très très utiles dans l'avenir proche. Les traitements spécifiques, on a dit, la ventilation dont j'ai oublié de vous parler, éviter de faire de la ventilation non invasive qui aérosolise beaucoup. Pour le MERS, il est contre-indiqué même de faire de l'optiflow parce que ça aérosolise aussi un peu. Pour l'instant, on ne sait pas pour le coronavirus. Préférer l'oxygène au masque à moyenne concentration jusqu'à 6 litres pour intuber le malade précocement. Est-ce que l'optiflow est utilisable? Probablement jusqu'à 30 litres, il aérosolise relativement peu. En tout cas, c'est nous ce qu'on fait, mais c'est très discuté. Et puis, il y a des gens qui font pas du tout d'optiflow chez ces malades-là. La ventilation mécanique, elle doit avoir des procédures tout à fait claires. Essayez d'éviter de ventiler au masque les malades pendant que vous les intubez. C'est des malades qui sont généralement relativement hypoxiques, donc ça pose quand même des soucis, mais la ventilation au ballon est pas conseillée du tout. Le transport, c'est un truc très compliqué à organiser, donc faites bien attention à vos équipes, à organiser les couloirs. Pour aller au scanner, c'est quand même une galère sans nom et c'est pas d'une simplicité parfaite. Alors quoi dire de la chloroquine que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, je la vois sur ma diapositive. La chloroquine, bon, en traitement adjuvant peut-être, mais en traitement de première intention, moi je ne le pense pas, et l'OMS non plus, mais après il faut voir dans l'avenir. On a clairement besoin de recherche. Il y a des groupes qui se montent un peu partout. Il faut savoir qu'il y a un groupe français sur l'étude de l'INSERM qui a monté un projet épidémiologique de suivi de l'ensemble des malades, qui concerne aussi les malades de RA, qui a un essai de l'OMS qui a été déposé, qui a un énorme essai qui va comparer standard of care versus lopinavir, ritonavir versus lopinavir, ritonavir plus interféron versus remdesivir. Et c'est probable qu'ils soient intelligents d'y participer. On a aussi posé des projets de recherche qui vont pas forcément contre le projet OMS, au contraire, qui peuvent aller l'un derrière l'autre autour des corticoïdes et de l'utilisation de la high flow ventilation. Bon, pour finir, quelques bonnes nouvelles. C'est ma dernière diapo. Voilà notre premier malade. Vous voyez, c'est le monsieur du milieu là qui est en pleine forme, qui est retourné à Wuhan avec un grand sourire, 30 ans, avec sa femme qui était aussi malade. Et ils sont tout à fait bien.
On commence à être déjà nous fatigués, on en a plein les bottes. Moi, j'espère que je vais pas péter une durite. Donc faites attention à vous. Allez y bouffer ensemble, faites bichonnez vos équipes parce que je pense qu'on en a pour un moment et que ça va être compliqué. Merci.